Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième chapitre qui s'intitule Transfert thermique. Alors il faut savoir que ce chapitre va faire intervenir deux dans votre manuel, ce sont les chapitres 5 et 11 dans le manuel. Donc j'ai décidé de les combiner parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et donc on va pouvoir commencer ces transferts thermiques. Alors on va commencer par des rappels de première sur les transferts thermiques. Vous en avez déjà fait, vous avez déjà vu quelques formules, mais il me semble indispensable de faire quelques rappels. Alors premièrement, ce sont les trois modes de transfert thermique. Alors si vous regardez bien ici cette image, vous avez trois modes de transfert thermique possibles. Vous avez le rayonnement, la conduction et la convection. Alors ici vous voyez que je prends ici, j'ai du feu, et puis je chauffe une casserole qui contient de l'eau. Alors, cette casserole ici, toutes les parties métalliques solides, elles vont transférer de la chaleur sous forme de conduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous touchez les choses, hein, donc la chaleur va se transformer de proche en proche. Par exemple, si je prends le manche de ma casserole, imaginons qu'à cet endroit-là, il soit chaud et qu'à cet endroit-là, il soit froid. La chaleur va se transmettre par conduction tout le long du manche, au fur et à mesure, tout sera chaud ici. Donc ce mode de transfert, c'est ce qu'on appelle la conduction. Donc vous avez un mode de transfert de proche en proche. À ne pas confondre avec la convection qui veut dire que ce mode de transfert lui va faire appel à des mouvements internes dans différents types de fluides. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fluide? C'est soit un gaz, soit un liquide. Alors ici par exemple si je prends le liquide, l'eau, le bas de la casserole est plus chaud que le haut et donc cette eau entre guillemets chaude va avoir tendance à remonter, va créer des mouvements internes à l'intérieur qu'on appelle des mouvements de convection et qui vont permettre de transférer cette chaleur ici par des mouvements internes. Voilà. Et le dernier, c'est le rayonnement. Même si ici votre feu n'est pas en contact avec la casserole, il va quand même chauffer. L'exemple type, c'est par exemple si vous êtes au soleil ou à l'ombre, si vous êtes au soleil, vous sentez bien qu'il va faire plus chaud, donc vous allez recevoir de l'énergie sous forme de rayonnement de la part du soleil, et pourtant il n'existe aucun contact entre vous et le soleil. Donc voici ces trois modes de transfert thermique, c'est-à-dire conduction, convection et rayonnement. Donc vous allez pouvoir reprendre votre feuille de cours et on va pouvoir noter il existe trois modes de transfert thermique. Donc ces trois modes sont la conduction, la convection et le rayonnement. Voilà. Ça, ce sont des rappels de première. Alors, maintenant, si je fais un transfert thermique, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que la matière dans laquelle je vais transférer de l'énergie, est-ce qu'elle va changer d'état ou elle ne va pas changer d'état? Ça va être l'objet de ces petits 2 et de ce petit 3 ici. Alors, premièrement, on imagine qu'il n'y a pas de changement d'état. Ça veut dire que si je chauffe par exemple un solide, il reste solide. Si je chauffe un liquide, il reste liquide. Et si je chauffe un gaz, il va aussi rester sous forme de gaz. C'est la même chose, si je refroidis, il n'y a pas de changement d'état. Alors, on va considérer un corps qui va avoir une masse m, et puis il va passer d'une température TI, alors TI ça veut dire température initiale, à une température TF qui veut dire finale, sans changer d'état physique. Alors ici par contre, je vais lui donner de la chaleur, je vais lui donner de l'énergie sous forme thermique. Or vous savez que comme il y a conservation de l'énergie, si je chauffe quelque chose, même si je ne vois rien, il va quand même augmenter son énergie. Cette énergie, c'est ce que vous avez appelé l'année dernière l'énergie interne. L'énergie interne, c'est l'énergie microscopique. Un objet va avoir deux types d'énergie. L'énergie macroscopique que l'on peut mesurer, par exemple sa vitesse ou sa hauteur, ça va donner donc différents types d'énergie. Et puis l'énergie à l'intérieur, c'est-à-dire l'énergie interne, c'est-à-dire cette énergie microscopique. Alors, cette énergie microscopique, cette énergie interne, elle est assez difficile à appréhender. On va dire qu'elle va être liée à la vitesse d'agitation des molécules et aux interactions qui existent entre les molécules. Alors, en fait, si vous chauffez un objet, vous devez savoir que les molécules vont plus s'agiter, donc elles vont gagner un peu d'énergie sous forme cinétique microscopique. Et donc nous, on va dire que pour que ce soit plus simple, cette énergie interne, on va essayer de la caractériser par des grandeurs macroscopiques, comme par exemple la température ou la masse. La vitesse d'agitation des molécules, on va pas pouvoir la mesurer assez facilement, donc on va dire que nous, c'est ce que l'on appelle la température. Alors donc, cette formule que vous avez déjà vue l'année dernière, cette variation d'énergie interne, donc on va noter delta U,
delta qui veut dire variation et U qui veut dire énergie interne, eh bien on va dire que ça va être égal à la chaleur que vous allez transférer ou stocker à l'intérieur de votre système. Cette chaleur, on va la noter Q. Donc Q, ça veut dire que c'est un transfert d'énergie sous forme thermique que l'on appelle, nous aussi, eh bien, chaleur. Alors, ce Q, c'est quoi? C'est l'énergie, donc l'énergie stockée ou transférée, hein, ça dépend, peu importe, ça dépend de l'expérience que l'on fait. Donc, stockée, qu'on va mesurer dans toute forme d'énergie, eh bien, on va la mesurer en joules. D'accord? Donc ça va être votre variation d'énergie interne, ça va être la chaleur qu'on va lui donner, qu'on va lui enlever. Alors, eh bien, si vous prenez un objet, par exemple, je prends, je sais pas, un morceau de métal, eh bien, ce morceau de métal, si je le chauffe, eh bien, de quoi va dépendre la chaleur ou cette variation d'énergie interne? Ben, ça va forcément dépendre, eh bien, de sa masse. Plus il va être lourd, entre guillemets, plus il va avoir une masse importante, et plus, eh bien, ça va être compliqué de le chauffer. Deuxièmement, eh bien, ça va dépendre, donc ça va être, donc, je vais le marquer, donc ça va dépendre de sa masse. Ça va aussi dépendre de quoi? Bah, ça va dépendre du métal que je vais. Si c'est du cuivre, de l'aluminium, du fer, et bien dans ce cas-là, ça ne va pas, ça va pas être la même chose. Et donc pour caractériser ce métal, on va appeler ça donc cette capacité euh, calorifique ou thermique de ce corps. Donc ça c'est un petit c minuscule. Donc c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique. Alors, je l'ai marqué. Ah, donc c'est la capacité, pardon, c'est la capacité thermique massique du corps. Je vais vous le laisser ici. On essaiera de déterminer quelle est son unité après. Donc petit c, donc c'est la capacité thermique massique du corps. Donc ça c'est une grandeur qui est toujours donnée, hein, elle n'est pas à connaître. Ce sont des constantes qui seront toujours données. Et puis on verra en quelle unité elle se mesure. Et donc aussi, bah, ça va dépendre bien de la variation de température que vous allez lui faire subir. Donc cette variation de température, on va l'appeler delta T, hein, pour variation de température. Alors si je veux détailler un petit peu ce delta T, donc ça va être MC, donc delta T ça veut dire variation, c'est toujours la température finale moins la température initiale ici. Voilà. Alors cette formule, vous avez déjà dû la voir, hein, sous forme de Q égale MC TF moins TI. Ça, c'est des choses que vous avez dû voir l'année dernière. Alors, si je veux savoir en quelle unité elle va se mesurer cette capacité thermique massique du corps, bah, je vais faire une analyse dimensionnelle, hein, par exemple. Ça, je peux le supprimer parce que du coup, je n'ai pas bien mis. Donc, vous savez que Q est égal à MC delta T. Ça veut dire que petit c, c'est égal à Q sur M delta T. Voilà. Donc ça veut dire que si je passe en dimension, la dimension de C, cette capacité thermique massique, eh bien c'est la dimension de Q sur la dimension de M fois la dimension de delta T. Alors ça va être quoi? Alors Q, eh bien ce sont des joules. Ici, la masse, ce sont des kilogrammes, fois une température, c'est-à-dire des kelvins. Donc c'est-à-dire qu'en gros, votre unité ici, ça va être des joules, kilogramme moins 1, K moins 1. Hein, des joules par kilogramme et par kelvin. Donc, on va pouvoir mettre cette unité ici, c'est-à-dire ce sont des joules, kilogramme moins 1, K moins 1. Voilà. Et donc ça, cette capacité calorifique ou capacité thermique, eh bien c'est caractéristique du corps, elle est toujours donnée, il n'y a pas besoin de la savoir. Par contre, parfois, on peut trouver ici une capacité thermique par kilogramme. Enfin, sans cette unité kilogramme, ça veut dire qu'on va considérer 1 kg de matière. Donc ce seront des joules par Kelvin. C'est beaucoup plus rare, la plupart du temps, ce sont toujours des joules kilogramme moins 1, K moins 1. Donc voilà, et cette formule-là, elle sera toujours sous cette forme-là. Alors, je vous ai donné ici des températures en Kelvin. Par contre, des fois, il va falloir passer eh bien, à des degrés Celsius. Alors, petit rappel sur les échelles de température. Alors ça n'interviendra pas ici, hein, puisque que vous ayez ici une température en Kelvin ou en degrés Celsius, ça ne change rien, parce que vous faites la différence des deux, la différence sera toujours la même, ça n'a aucune importance. Par contre, des fois, on peut avoir besoin de faire ce changement de température, et donc dans ce cas-là, je vais vous le rappeler comment ça fonctionne. Alors, la température en degrés Celsius, on va la noter plutôt θ.
voilà, θ comme ceci, donc je vais marquer entre parenthèses degrés Celsius, eh bien elle est égale à quoi? Elle est égale à la température en Kelvin, eh bien plus ou moins une valeur. Alors plus ou moins, déjà cette valeur c'est à connaître, c'est 273, alors c'est 273,15, on va juste marquer 273. Et ici, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est plus ou moins? Alors pour se souvenir, parce que souvent on se trompe, eh bien il faut peut-être se souvenir que le zéro absolu c'est 0 Kelvin. Ça veut dire que la température en degrés Celsius est forcément plus basse, c'est moins 273,15. Donc ici ça veut dire que ça va bien être un moins. Donc si je veux convertir mes Kelvin en degrés Celsius, eh bien je prends cette température et j'enlève 273. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, eh bien si je prends la température en Kelvin, si je veux connaître la température en Kelvin et que je connais ma température, θ en degrés Celsius, et bien dans ce cas-là, je vais faire plus 273. Alors en réalité, c'est 273,15. On ne va pas chipoter sur la virgule. Déjà, si on connaît 273, c'est déjà bien. Voilà. Alors donc, ici, c'était la partie. Pour calculer ce transfert thermique, eh bien, ça va être sans changement d'état. Donc, je vais avoir une température finale et une température initiale, etc. Maintenant, en ce qui concerne ces transferts thermiques lors d'un changement d'état, vous devez vous souvenir d'une chose, c'est que lors d'un changement d'état d'un corps pur, il va se faire toujours à température constante. Donc le changement d'état d'un corps pur de masse M se fait à température constante. C'est-à-dire que vous n'avez pas de variation de température ici, vous n'avez pas de delta T. Et pourtant, vous avez quand même une variation d'énergie interne, une variation de chaleur. Si vous prenez par exemple un glaçon qui se trouve à 0 degré Celsius, et que vous le chauffez, il ne va pas augmenter en température. Il va toujours rester à 0 degré Celsius tant qu'il restera du solide. Pendant tout le changement d'état, la température va rester constante. Et pourtant, vous lui transférez bien de l'énergie. Alors cette énergie, à quoi elle va servir? Elle ne va pas servir à faire augmenter la température de votre glaçon. Elle va permettre donc de briser les liaisons intermoléculaires. Dans un solide, les molécules sont les unes contre les autres et sont fixes. Il y a des liaisons qui les maintiennent. Et bien quand vous allez chauffer ce glaçon-là qui se trouve à 0 degré Celsius, vous allez non pas augmenter sa température, mais briser ses liaisons. Donc cette énergie va servir à ça. Vous aurez quand même une variation d'énergie interne, vous aurez quand même un transfert thermique, par contre, qui ne va pas dépendre de la température, puisque la température est constante. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer ce transfert thermique? Lors d'un changement d'état, on va dire que ce transfert thermique Q va être proportionnel à la masse, donc M, et fois une constante. Cette constante, on l'appelle souvent L, et ce L ici, c'est ce que l'on appelle l'énergie massique de changement d'état, ou alors c'est ce qu'on appelle la chaleur latente. Alors, faut pas se préoccuper, cette constante-là, elle est toujours donnée, elle n'est pas à connaître. Donc en gros, l'énergie transférée va être proportionnelle à la masse et une constante, tout simplement. Alors comment ça s'appelle? L, c'est ce qu'on appelle l'énergie massique de changement d'état, ou chaleur latente. Voilà, on peut trouver cette unité, cette dénomination-là, et on va essayer de déterminer en quelle unité elle se mesure. Alors regardez bien le L ici, si je passe le M de l'autre côté, ça c'est des joules, donc ça va être des joules par kilogramme. Donc joule point kilogramme moins 1. Voilà. Alors il faut faire très 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 attention à une chose. Ici, c'est ce que je mets ici en attention, puisque en fait ce QI là, alors celui-là, et ce Q-là, c'est des grandeurs qui peuvent être positives ou négatives. Alors quand il n'y a pas de changement d'état, c'est assez facile, parce que si votre température finale est plus petite que votre température initiale, on vous comprend tout de suite que ça va être négatif, puisque évidemment, vous allez faire plus petit, moins plus grand. Donc forcément, ça va être négatif. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que votre système, lui, va céder de l'énergie. Si c'est le contraire, si votre température finale est plus grande que votre température initiale, ça veut dire que vous allez augmenter votre température, ça veut dire que votre système va recevoir de l'énergie. Par contre, avec cette formule-là, ce n'est pas très explicite parce que la masse est constante et ça, en fait, ça va dépendre du changement d'état que vous allez avoir. Si votre glaçon, vous le refroidissez ou vous le chauffez, dans ce cas-là, vous allez avoir un sens, vous allez avoir un signe de ce changement d'état. Alors, ce signe, on l'étudiera un petit peu plus tard, je vais pas l'utiliser maintenant, mais il faut savoir que ce Q là, il peut être positif ou négatif.
négatif. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que il faut toujours considérer son système. Votre système reçoit de l'énergie, alors c'est positif. Votre système perd de l'énergie, alors c'est négatif. Donc c'est ce que je vous mets. Attention, si le système reçoit de l'énergie, Q est positif. S'il en perd, Q est négatif. Voilà, il faudra bien faire attention, surtout avec cette formule-là, puisque des fois on va vous donner des chaleurs latentes, par exemple de fusion, et puis des fois il faudra calculer l'énergie de solidification. Donc ce sera l'inverse, ce sera le signe moins qui va apparaître ici. Voilà. Alors je vais m'arrêter là pour cette première partie de rappel, parce que c'est déjà long, ça fait déjà 15 minutes. Donc je vais faire une deuxième partie qui sera toujours sur les rappels, et puis en plus elle est un petit peu compliquée, donc il faut que je la détaille. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.